Une expérience scientifique sans précédent a été menée dans les laboratoires de la Harvard School of Psychology sur une cohorte de patients atteints d'usage problématique du jeu vidéo. L'objectif, les faire participer à une campagne de jeu de rôle, le jeu de rôle Donjons et Dragons pour faire diminuer leur anxiété sociale, faire stopper leur usage problématique du jeu vidéo et les faire renouer à des comportements prosociaux. L'instant historique. Voici les patients. L'humanité va enfin sortir de sa sombre boucle. Attention, initiative. Bon, alors, mes chers petits lapins crétins. Donc voilà, petit stage de jeu de rôle pour vous sevrer de l'addiction au jeu de rôle et au comportement violent que cela induit. Bon bah vous entrez dans l'auberge de la Choperieuse. L'aubergiste vous accueille à bras ouverts avec un franc sourire et moi. Vous le tuez? Et oui, Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. J'ai oublié de l'annoncer dans la précédente vidéo, la vidéo sur l'initiation au jeu de rôle. Le jeu de rôle est-il une secte? Mais on avait démarré un nouveau cycle, une nouvelle thématique. C'était la thématique de la noirceur. Donc voilà, donc on avait parlé de est-ce qu'il y avait des dérives sectaires dans le jeu de rôle? Je te laisse retourner voir la vidéo pour savoir exactement le fin mot de l'histoire. Et aujourd'hui, on va forcément embrayer sur ce thème de la noirceur. Ça me semble indispensable de parler d'un archétype de PJ qui est très fréquent. Il s'agit du murder hobo. Alors, murder hobo, c'est de l'anglais, et on pourrait traduire ça comme vagabond meurtrier. En gros, le murder hobo, c'est un personnage sans attache, qui va résoudre tous les problèmes par la violence, et s'il n'y a pas de problème, il va quand même utiliser la violence. Enfin, grosso modo, il va également pratiquer la violence gratuite. Et oui, comme quoi, il y a encore des choses gratuites dans ce monde. Alors, est-ce que c'est un comportement inacceptable, en fait? Voilà, est-ce qu'on doit tolérer les murders hobos dans nos parties, ou est-ce qu'on doit instantanément les en bannir? Eh bien, avant de décider, il va falloir qu'on compare diverses choses. Car en fait, eh bien, il y a plusieurs murders hobos. Il y a plusieurs types. Le premier, c'est le personnage qui n'a pas de background, qui n'a pas de personnalité, c'est juste un stat block, un amas de chiffres, et finalement, ce comportement, il découle assez largement de la prémisse que je viens de dire, quoi. L'autre type de murder robot, c'est un personnage qui va être construit en s'appuyant sur des propositions du jeu. Bon, par exemple, j'ai créé un jeu pour dans l'univers de Milvaux qui est basé sur le Basic System. C'est pour faire une espèce de Cthulhu Milvaux, quoi. Et donc, dans la création de personnages, tu dois assembler des éléments de personnalité et tu peux littéralement créer un personnage qui est à la fois psychopathe et sadique. Ça se trouve, on peut pas être psychopathe et sadique en même temps, hein. Je n'en sais rien. Voilà. C'était donc Jean-Michel, psychologue, qui vous parlait. Et donc, concrètement, c'est arrivé à des tables où j'avais des joueurs qui, de base, aimaient jouer des murder robots. Et là, quand ils ont vu la création de personnage, ils ont fait, ok, psychopathe, sadique, moi je prends ça, quoi. Comme ça, aussi, je suis justifié par le système pour faire un murder robot, quoi. Et j'ai vu plusieurs exemples comme ça. Par exemple, dans le jeu de rôle Monster Hearts, il y a l'archétype, le playbook de l'âme damnée, qui est vraiment taillé pour faire du murder roboing, hein, assez facilement, quoi. Et puis, évidemment, dans Donjons et Dragons, on a le bon vieux gros Bill, chaotique mauvais, voilà, c'est tout à fait legit de jouer un personnage chaotique mauvais, donc apparemment le jeu tolère tout à fait que tu joues ce type de personnage. Et puis si tu fais un guerrier chaotique mauvais avec d'énormes capacités de combat, voilà, le système t'a donné tous les moyens pour jouer un murder robot. Le murder robot, ça peut aussi être un personnage avec un historique qui va totalement justifier son présent de murder robot. Je sais pas quoi, il a eu une enfance malheureuse en gros, hein, voilà, et ça explique que maintenant il tue tout le monde. Et donc je te renvoie à ma vidéo sur l'historique de personnages. On va avoir, alors pourquoi la personne écrit un historique pour justifier d'être un murder robot? On verra ça plus tard, justement, en fait, les postures qui se cachent derrière le fait de jouer un murder robot.
on peut avoir un pré-tiré. Donc en l'occurrence, bah, là c'est totalement le MJ, le jeu ou le scénario qui propose déjà de base un personnage de meurtre de robot tout fait, quoi, qui a les justifications narratives et les mécaniques, voilà, toutes livrées pour faire cette espèce de clochard serial killer, quoi. Ok. Le meurtre de robot, ça peut être aussi un personnage qui est normal au début de l'aventure, au début de la campagne, et qui va devenir un meurtre de robot en cours, quoi. Parce que du fait de certaines circonstances, il va perdre toute sa santé mentale, il va perdre ses proches, donc du coup plus de proches, plus d'attaches, bah, plus trop de valeur morale. Il va essayer il va tenter des options pacifiques et ça va échouer à chaque fois. Donc au bout d'un moment, il va se dire bon ok, on va taper dans le tas hein, puisque personne veut comprendre. Voilà. Donc et également il y a deux facettes de meurtre de robot. Il y a le meurtre de robot qui va tuer que des PNJ. Voilà, en considérant que bah, ils sont là pour ça. Enfin, entre guillemets, ma liberté, ma liberté, c'est de tuer les PNJ. Ça fait partie d'un buffet garni dans lequel je peux te taper. Et il y a le meurtre de robot qui va tuer que les PJ. Voilà, pour qui, voilà, c'est un personnage totalement PVP. Je te revois à ma vidéo justement. Je suis G de PVP. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, quoi. Ici. Donc déjà. J'espère t'avoir un peu montré que bah, derrière l'archétype du meurtre de robot se cache pas mal de configurations possibles. Et également, on va passer un petit peu... Attention, Jean-Michel, psychologue, est de retour. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête bah, des joueurs qui incarnent des meurtres de robots. Quelles sont les attitudes possibles? Et en fait, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs raisons assez disparates, assez différentes, eh bien, d'incarner un meurtre de robot. La première, peut-être celle qui nous viendrait le plus vite à l'esprit, c'est l'immaturité. Voilà, c'est une personne qui, bah, voilà, n'a pas trop de construction morale, ne fait peut-être pas trop attention aux autres, ou en tout cas dans le cadre du jeu. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est quoi l'immaturité? On va parler peut-être d'immaturité de jeu, quoi. C'est-à-dire que il manquerait à la personne certains savoir-être ludiques. Euh, donc, ces joueurs immatures qui jouent des meurtres de robots, ça peut être des joueurs très jeunes, tout comme ça peut être de vieux briscards, parce que c'est génial, hein, parce on peut être immature à 62 ans, c'est tout à fait possible et réel. Alors, l'autre possibilité, pourquoi on joue un meurtre de robot, ça peut être pour faire, comme dans certains jeux vidéo qui vont un peu formater nos imaginaires, c'est des choses qu'on va reproduire. Moi, j'ai vu, par exemple, en fait, des joueurs qui jouaient essentiellement à Fortnite, en jeu vidéo, et donc, bah, Fortnite, c'est un jeu où le but, c'est de flinguer les autres. Donc, du coup, pour eux, un jeu de rôle, c'était Fortnite en narratif, quoi. Et donc, le but de leur personnage, c'était de tuer les autres, quoi. Ils voyaient pas d'autres intérêts à jouer, quoi. Ça peut être, et je l'ai un petit peu illustré précédemment, le meurtre de robot peut être l'effet naturel de certains systèmes de jeu. Bon, bah, Donjons et Dragons, par exemple, en tout cas, on va dire les parties caricaturales de Donjons et Dragons, euh, bah, font, je veux dire, t'es là pour piller t'es là pour piller, rentrer dans des donjons, tuer tout ce qui vit dedans, récupérer l'or et tout, voilà, t'as des classes comme le voleur ou l'assassin, voilà, c'est un assassin, bah je suis un assassin, les assassins assassinent, tu vois, je veux dire, c'est dans leur nature, le jeu m'a dit que je pouvais le faire, quoi. Et bon, évidemment, on a aussi, ça peut être l'effet de certaines MJ, soit qui laissent totalement faire le cliché du meurtre de robot, soit qui l'encouragent d'une façon ou d'une autre, voilà, en présentant peut-être la totalité de l'univers comme étant de la chair à canon, je sais pas, enfin, il y a plein de possibilités, mais voilà, il peut y avoir un effet de système, c'est-à-dire que du coup c'est pas uniquement la joueur qui est responsable de jouer un meurtre de robot, mais c'est largement encouragé par ailleurs, quoi, par le système ou par MJ. Également, on peut vouloir jouer un meurtre de robot tout simplement parce que dans pas mal de jeux, ou en tout cas dans une certaine culture ludique, bah, le combat c'est vu comme le truc le plus intéressant du jeu en fait. Et donc, ah bah attends, mais ça fait 10 minutes qu'il n'y a pas eu de combat,
je m'ennuie, eh ben je vais aller taper quelqu'un au hasard, quoi, parce que moi ce que je veux c'est lancer l'initiative, lancer les dés, voilà. Alors, le fait que le combat est le truc le plus intéressant du jeu, c'est vrai sur plusieurs aspects. Bon, généralement, il y a une sorte de syndrome des coups irrécupérables, c'est-à-dire que bah, dans beaucoup de jeux, le sous-système lié au combat, c'est le plus charnu, et donc on se dit, bah, ça quand même, on n'a pas l'impression de jouer au jeu si on fait pas de combat, quoi. Parce que le jeu a l'air quand même d'être beaucoup motorisé pour ça. Mais globalement, dans la plupart des jeux, le combat, c'est quelque chose c'est la partie la plus ludique, en fait, du jeu, quoi. C'est la partie où on va le plus manipuler de mécanique, tout ça, machin. Donc c'est ludique, c'est rigolo. Et je dis premier degré. Et également, dans un combat, il y a une réelle présence d'enjeu, c'est-à-dire que la mort est quand même dans la balance. Et donc, en fait, bah, si on veut jouer pour avoir ce frisson-là de l'enjeu, ben on va aller au combat, parce que c'est là où les choses deviennent sérieuses. Alors, pourquoi d'autres, il y a encore plein de raisons de pourquoi on joue à mort de robot. Ça peut être le besoin de se défouler. Voilà, c'est vendredi soir, voilà, mon boss m'a gueulé dessus toute la semaine et tout. Eh ben, je vais me venger sur des PNJ. C'est comme ça. Moi, j'ai besoin de me défouler, de lâcher la pression, quoi. Voilà, je prends mon plaisir comme ça, quoi. On peut aussi avoir, entre guillemets, affaire à quelqu'un qui a une personnalité un peu edgy ou provocatrice. C'est-à-dire que, ah, c'est cool de jouer un Dark Sasuke, tu vois, un personnage bien sombre qui tue sans remords, qui n'a pas de morale, voilà, qui n'a pas de limite. Et parce que si on fait ça, soit on espère avoir en fait l'estime du reste de la table comme étant bah le la personne la plus edgy à la table, tu vois. Donc s'il y a une sorte de statut social réel qu'on peut espérer avoir, ou au contraire si on a plutôt l'aspect provocateur, triste. Le but c'est de choquer la table entre guillemets, de les emmerder quoi. Donc du coup t'as un peu les deux facettes de la même monnaie. J'ai joué un meurtre de robot pour m'attirer en fait l'estime de la classe, leur respect, dire ah lui vraiment il va loin et tout, ah il est trop edgy, ou au contraire pour faire chier le reste de la table, pour les emmerder, j'ai mon plaisir comme ça en les emmerdant quoi. Euh, donc recherche de réputation positive ou négative quoi, mais recherche de réputation dans les deux cas. Également, on peut voir le jeu de rôle, et c'est peut-être exactement ce qu'il est dans beaucoup de cas, on peut voir le jeu de rôle comme un espace de transgression. Le jeu de rôle, c'est la liberté. Le jeu de rôle, je peux tout faire. Le jeu de rôle, c'est un jeu, ça n'a pas de conséquences dans la vie réelle. Donc, si j'égorge des chatons, ben, je vais pas avoir de problème ni avec la justice, ni même avec la morale, en théorie, puisque c'est dans le cadre d'un jeu, c'est totalement fictif. On peut aussi voir le jeu de rôle comme espace d'expérimentation. On a juste envie de voir qu'est-ce qui va se passer si je joue un personnage qui égorge des petits chatons. Voilà. Pensez pour les chatons, bien sûr. Pardon, famille. Voilà. Alors, un petit peu à l'inverse, on peut jouer à un meurtre de robot parce qu'on a besoin de se protéger émotionnellement. C'est-à-dire que il y a en réalité beaucoup de joueurs qui se mettent en danger émotionnellement en faisant une partie de jeu de rôle. Parce que le MJ peut t'en faire baver, peut attaquer tes proches, euh, peut essayer de déchirer ton personnage, tout ça, machin, et peut-être même t'atteindre toi personnellement à travers les sévices qui sont infligés à ton personnage. Et Génie notamment parle du personnage comme bouclier. Un personnage bouclier, en fait, est d'autant plus un bouclier efficace si justement il ne prête pas le flanc aux attaques émotionnelles qui pourraient être amenées par MJ, le scénario ou les autres joueurs, quoi. Si mon personnage n'a pas de proche, n'a pas d'attache émotionnelle envers ses proches, tu peux pas, voilà, tu peux pas aller à tuer mon papy pour que je sois triste. Je m'en fous de mon papy. D'ailleurs, j'ai pas de papy. J'ai pas de papy. Je l'ai revendu quand j'avais 5 ans pour acheter des carambars. Tu vois, je n'ai aucune émotion. Tu ne peux pas m'atteindre. Donc, j'insiste quand même sur cet aspect meurtre de robot pour se protéger émotionnellement. Voilà, c'est vraiment quelque chose à considérer. C'est réel, ça existe, hein, ce type de comportement.
Et donc voilà, avant de classer tous les meurtres de robots dans la catégorie joueurs qui sont là pour emmerder le monde, euh, voilà, demandez-vous quelles sont les raisons en fait derrière ce comportement. Et des fois, vous allez tomber sur des trucs un peu profonds, un peu durs, et peut-être que des fois, si vous avez plus que des meurtres de robots à votre table, c'est parce que vous avez maltraité tout le monde avant, quoi. Alors, également, on peut avoir besoin de jouer un meurtre de robot, en fait, pour se confronter à son ombre, pour se confronter à la part sombre de soi. Et donc là, ça, j'ai largement élaboré dans la vidéo, justement, comment affronter ces ombres en jeu de rôle. Voilà, on est sur un aspect psychologique, catharsis, un peu, quoi. Donc, ça veut dire que là, à nouveau, je joue un meurtre de robot, mais je valide pas vraiment son comportement. Au contraire, je veux me confronter à cette noirceur, je veux l'explorer un maximum pour travailler mentalement là-dessus. On peut aussi jouer un meurtre de robot parce que c'est la meilleure façon d'exprimer symboliquement un trauma ou une souffrance. C'est-à-dire de parler de trauma ou de souffrance que tu as, mais sans te faire d'aveu réel. Juste en utilisant la symbolique du comportement d'un personnage. Donc je vous ai parlé, je pense, à plusieurs reprises euh, de Vincent Bidot, qui est un infirmier en psychiatrie, c'est aussi le co-auteur du jeu Feelings, et qui faisait donc du jeu de rôle en accueil de jour psychiatrique pour adolescents et adolescentes. Et il y avait vraiment ces comportements-là, en fait. C'est-à-dire des joueurs qui avaient connu des traumas, qui avaient des souffrances physiques, mentales, et en fait, dans le cadre d'une partie de jeu de rôle où tu es avec d'autres en fait patients, patientes, hein, on parle de l'accueil du jour psychiatrique, tu n'as pas forcément envie de l'exprimer à haute voix, de parler de tes traumas à tout le monde, quoi. Mais voilà, le comportement du personnage, des comportements souvent très violents, voire ultra violents, quoi, eh bien, était là en fait pour une sorte d'aveu métaphorique, quoi. Euh, Également, on peut vouloir donc jouer à mort de robot pour le plaisir. Et oui, oui, pour le plaisir, en fait. Comment? Le plaisir en jeu de rôle, c'est pas uniquement de jouer des émotions positives, de jouer des personnages qui ont de nobles quêtes et qui finissent par triompher de l'adversité et à répandre le bien sur la Terre. Le plaisir, ça peut être pour certains, certaines, de jouer des personnages qui souffrent, ou de jouer des personnages qui font souffrir. On est dans les passions tristes, on est dans les émotions négatives, on est dans le noir, on est dans le sale, on est dans dans la déchéance, dans la défaite. Et donc tout ça, on va regrouper ce type de fun, en fait, par plusieurs appellations synonymes. On va entendre la parapathie, on va entendre le dark fun, ou encore, peut-être le plus répandu, le plaisir de type 2. Voilà. Donc peut-être que derrière un mort de robot, il y a une personne qui s'éclate en fait à vivre, tu vois, quelque chose de super intense, à travers ce personnage qui fait des trucs intenses. On peut également vouloir jouer un meurtre de robot, et ça va te faire drôle, mais pour l'histoire, pour le bien de l'histoire. Voilà, en disant que bah, peut-être que toute bonne histoire a besoin d'un meurtre de robot. Voilà, pour la peupler, peut-être aussi que tu vas jouer un meurtre de robot en fait pour tenter un concept de personnage. C'est-à-dire que je vois des personnes qui jouent des meurtres de robots, mais qui de leur propre aveu, ça n'est pas leur zone de confort. En fait, elles vont vouloir jouer ce meurtre de robot pour sortir de leur zone de confort, pour tenter quelque chose qui n'est pas dans leur habitude, pour sortir de certaines ornières de jeu, quoi. Et donc on se dit, bah là, on va tenter un truc vraiment extrême, typiquement le meurtre de robot, on va voir ce que ça fait, on va essayer de le jouer avec sincérité le plus longtemps possible, pour voir si on en est capable, pour voir ce que ça nous apporte, peut-être pour nous conforter dans finalement, dans nos habitudes de jeu, donc finalement, c'est pas pour moi, peut-être que ça va finalement intégrer notre gamme de jeux. De temps en temps, on va jouer un meurtre de robot, quoi. On peut également vouloir, et là je vais en finir, jouer un meurtre de robot, en fait, pour offrir une adversité mémorable aux autres PJ. Donc concrètement, parce que du coup c'est un personnage PVP,
ce PVP, soit parce qu'il va s'en prendre aux autres PJ, soit parce qu'il va essayer de tuer des PNJ, et puis les autres PJ vont devoir essayer de l'empêcher, enfin tu vois, donc c'est aussi une forme de PVP. Et tu peux, en fait, même littéralement jouer un meurtre de robot dans le but de lifter les autres personnages. C'est-à-dire, voilà, je vais jouer le méchant de l'histoire, et tout bon héros a besoin d'un bon méchant. Voilà, ça c'est la devise d'Incassable, le film, quoi. Et donc, tu fais totalement un meurtre de robot pour rendre service à la table, tu vois, avec abnégation, bien sûr. Euh, et donc, par exemple, j'avais co-organisé un GN qui s'appelle Invitation à la cour féerique. Non, c'était pas Invitation à la cour féerique. C'était Toutes les formes de l'espoir que j'avais co-organisé avec Roméo. Et Roméo avait une proposition intéressante pour le débriefing, c'était penser à remercier les joueurs qui ont incarné des antagonistes. Parce qu'en fait, Roméo avait conscience d'un truc, c'est que, surtout en GN, peut-être en jeu de rôle c'est différent, mais en fait en GN, ça n'est pas si facile que ça de jouer des personnages, des PJ, j'entends bien des PJ. Les PNJ c'est peut-être un peu différent, mais de jouer des PJ fondamentalement mauvais, quoi, fondamentalement agressifs, en fait peu de gens y parviennent, peu de gens aiment ça, et c'est pour ça que Roméo disait c'est bien de les remercier, ceux qui font ça, parce qu'en fait, surtout dans un GN comme Toutes les formes de l'espoir, donc les dérivés des centres, qui est un GN sans PNJ, quoi, ben, si on n'a pas de PNJ pour jouer l'adversité, il faut que certains PNJ s'y collent. Donc en fait, en vrai, ils sont pas en train de nous emmerder, ils nous rendent réellement service, en fait, à jouer les méchants. Donc, j'espère avoir pu te montrer que derrière les mœurs de robots, il y avait plein d'attitudes possibles, plein de motivations vraiment très très différentes. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait partie des sujets que j'aime bien. Pour info, je fais le sujet des mœurs de robots parce qu'il y a un ou une abonnée, je ne sais plus, qui m'a demandé si j'avais quelque chose à se dire au sujet des mœurs de robots. Voilà, donc sache que de temps en temps, je peux faire des sujets sur commande. Surtout que voilà, ce sujet-là, j'ai trouvé que c'était vraiment un, un terrier de lapin, quoi. Tu vois, on traite plein de notions, en fait, à travers ce sujet de mort de robot. Donc tu sais que c'est mes sujets préférés, les sujets terriers de lapin. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a des cas où c'est légitime, en fait, qu'il y ait des meurtres de robots? C'était quand même la question au départ, quoi. Est-ce qu'on doit les amnistier, les meurtres de robots, ou est-ce qu'il faut tous les bannir? Eh bien oui. Je vais peut-être un peu pré-shot avec mon histoire de briefing où on remerciait les personnes qui jouaient des antagonistes. Il y a pas mal de situations où c'est tout à fait ok, voire même bienvenu, qu'il y ait des meurtres de robots à la table. Donc, par exemple, si on est dans une partie PVP assumée, bon voilà, il nous en faut. Si on joue drama, également, ça peut être bien qu'il y ait un meurtre de robot, quoi. Alors, typiquement en drama, des fois quand on va jouer en drama, on va jouer pour atteindre certaines émotions. Il n'est pas certain que la personne qui joue en meurtre de robot atteigne des émotions, parce que moi j'ai tendance à penser que quand on joue, voilà, une espèce de psychopathe, pardon, psychopathe qui nous écoute, bon, quand on joue un méchant, voilà, ben on va pas être très attaqué émotionnellement par ce qu'il vit et tout, mais bon, ça sert aux autres de toute façon. Puis après, je suis sûr que vous pouvez me contredire en disant ouais, moi j'ai joué un méchant, mais du coup c'est hyper intense émotionnellement, ça m'a apporté quelque chose et tout. Je crois que c'est possible. Voilà, ce serait cool d'en discuter en fait. Est-ce que vous trouvez ça riche psychologiquement de jouer un méchant? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que vous avez des émotions? Et aussi, est-ce que vous vous sentez vulnérable quand même quand vous jouez un méchant? Ou est-ce que c'est finalement typiquement un personnage bouclier, comme j'ai dit juste avant? Alors je l'ai un peu pré-shot aussi, c'est tout à fait légitime d'autoriser des meurtres de robots si on est dans une pratique du jeu de rôle qui est plutôt cathartique, voire thérapeutique. Quand je dis jeu de rôle thérapeutique, ça peut être dans un cadre institutionnel, donc bon bah voilà, on va avoir littéralement des parties de jeux de rôle dans certains établissements psychiatriques, hein, ça fait partie de la thérapie en fait. Moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis également favorable à ce qu'il y ait des pratiques thérapeutiques non institutionnelles, sauvages quoi. Parce que je pense que la psychiatrie ne peut pas tout.
je pense qu'elle est difficile d'accès. Et puis bon, une fois que t'es en psychiatrie, c'était quand même déjà aller loin. Euh, et qu'on a besoin de prendre soin les uns des autres, voilà, de façon sauvage, sans être encadré par un personnel médical sachant et tout. Et donc, le cas de, voilà, c'est pour moi, une pratique cathartique du jeu de rôle ou du GN peut totalement s'inscrire dans ce truc-là de, on va on va se soigner entre nous en vivant des trucs intenses et tout. Alors oui, c'est un peu expérimental, peut-être que c'est un peu jouer avec le feu, mais je pense qu'on en a besoin en tant que collectif. Voilà, si on le fait de façon encadrée, avec notamment de la sécurité émotionnelle, je pense que c'est tout aussi profitable finalement que des thérapies. On peut enfin, tout aussi profitable. Non, je vais pas dire ça parce que non, je vais pas dire ça. Je pense pas que le jeu de rôle puisse, je sais pas, guérir la schizophrénie ou des trucs comme ça. Enfin, je pense pas non plus que là. Donc, mais c'est une démarche de santé mentale peut inclure, à mon avis, une pratique cathartique du jeu de rôle, quoi. Voilà. Et ça fait partie des outils, peut-être pas les outils les plus puissants, mais des fois les outils les mieux appropriés dans certains cas. Alors, je vais sortir de cette ornière pour continuer à penser dans mon sujet, ce qui est bien sûr important, et bah, je pense que c'est ok qu'il y ait un meurtre de robot à la table s'il y a eu une concertation préalable. Voilà, c'est que en fait si tout le monde est d'accord, quoi, en gros. Également, c'est très cool qu'il y ait des meurtres de robots si on fait une partie totalement décérébrée, des fouloirs. Enfin, je pense qu'on a tous de temps en temps envie de faire ça, quoi, une partie complètement débile, où on fait n'importe quoi, et on a le droit de tuer l'aubergiste parce qu'il a mal servi la bière, quoi, la bière est tiède, je te tue. Enfin voilà, bon, c'est con, quoi. Mais bon, des fois, ça fait du bien d'être con, quoi. Également, dernier cas où c'est légitime d'incarner des personnages meurtres de robots, c'est dans des parties et ou dans des jeux de rôle qui ont des vocations à la fois pédagogiques et ou satiriques au sujet de de la violence. Donc le jeu pédagogique, par exemple, au sujet de la violence, c'est un jeu comme Dogs in Vineyard, dont la mécanique va pousser les personnages à la violence, mais tu sens que derrière, il y a un peu une volonté de faire réfléchir de «Ah oui, mais en fait, vous voyez, là, les personnages sont dans un système de pensée qui les pousse à la violence et tout. Est-ce qu'on a envie d'avoir ça dans nos vraies vies, dans la vraie vie, quoi?» Un jeu qui est un peu à mi-chemin entre pédagogique et satirique, c'est Violence de Greg Costikian, je crois, qui est un jeu où on joue littéralement des tueurs en série qui sont en bande armée, qui rentrent dans des immeubles, qui tuent tout le monde et qui volent en fait les bas de laine, les matelas, les coffres-forts des gens et tout. Et en fait, l'idée c'est que tu comprennes, je pense que c'est assez rapidement obvious, mais que tu comprennes qu'en fait ce jeu c'est une métaphore de Donjons et Dragons, c'est-à-dire que si tu prends Donjons et Dragons, c'est totalement ça, c'est une bande de tueurs en série qui rentrent dans des architectures, ils tuent tous les habitants, et ils récupèrent les possessions de tous les habitants, quoi. Et bah c'est sûr que si tu transposes ça dans un cadre contemporain, sans fantastique et tout, tu remplaces les orques du donjon par à la petite mémé de ton immeuble, ah ça fait un peu froid dans le dos. Après, voilà, c'est pédagogique et c'est satirique en même temps. Je pense que c'est le fun de jouer à la violence. Je pense que le message, il est très très vite passé. Et après, bah, tu continues à jouer juste parce que c'est débile, quoi. Voilà. Et puis il y a des jeux totalement satiriques comme Paranoia où de toute façon, bah, tout est fait pour que tout le monde se tire dans le dos et tout. Mais c'est le fun, quoi. Je sais pas si Paranoia a un message, il a peut-être un message politique, pédagogique, c'est possible. Mais je pense que c'est surtout le fun, quoi. C'est une satire, quoi. Une satire de plein de tropes, de SF, c'est une satire de 1984 et ainsi de suite, quoi. Donc, voilà pour la légitimité des meurtres de robots. Donc bon bah si c'est légitime, comment bien jouer un meurtre de robot? Eh ben parce qu'il y a le bon meurtre de robot et le mauvais meurtre de robot. Voilà, alors ben premier primo, c'est super important, mais c'est que tu demandes la permission en fait. Si tu veux jouer un meurtre de robot, tu demandes la permission aux autres. Et attention, demander la permission, c'est pas juste annoncer qu'on joue un meurtre de robot. Si tu dis, ouais, je vous préviens, mon personnage c'est trop un dingue. Bah en fait, généralement si tu fais ça,
avec la pression sociale, tout ça, ça va être accepté, genre, de faire, ah oui, ok, bon, bah... Et en fait, parce que si tu te contentes d'annoncer que tu vas jouer à un taré, euh, eh bien, ça peut être vu comme, non, mais je vous l'impose, de toute façon, je cherchais pas, voilà, j'ai écrit mon personnage pour qu'il soit comme ça. Non, non, il faut vraiment demander la permission, dire, j'ai envie de jouer un personnage, voilà, j'ai envie de jouer un meurtre de robot, est-ce que vous êtes ok, ou est-ce que ça vous met mal à l'aise? Et bien sûr, si les gens sont pas d'accord, ben, tu laisses tomber, et puis tu joues à autre chose, quoi. Et pendant que tu joues, il faut faire ce qu'on appelle des OK checking, c'est-à-dire bah, simplement arrêter la partie de temps en temps puis demander à tout le monde si ça va, quoi. Ça va, c'est pas trop en PLS à cause de mes dingueries. Tu peux le faire de façon non verbale avec des signes gestuels, bien sûr. Il y a le signe de plongée qui est est-ce que ça va? Si les gens font comme ça, bah, c'est que ça va. Si les gens font comme ça, bah, peut-être que tu as peut-être égorgé le château de Treux sous leurs yeux. C'est possible, hein. Des fois, les gens sont sensibles. Voilà, moi, bon, j'y comprends rien. C'est le wokisme, je pense, qui veut ça. Le wokisme. Euh, bon, ou sinon, il y a les doigts croisés. Les doigts croisés, ça veut dire je ne valide pas ce que fait mon personnage. Mon personnage dit ou fait telle dinguerie, ce n'est pas le reflet de ma volonté, de ma personnalité. Des fois, ça suffit vraiment pour dire ok, bon bah il joue son personnage au second degré, bon c'est ok, parce que des fois ce qui glace le sang quand t'as en face de toi quelqu'un qui joue un meurtre de robot, c'est que t'as pas l'impression de voir la différence avec le personnage. Tu te dis mais en fait est-ce que c'est vraiment quelqu'un, ça le ferait kiffer de tuer des gens dans la vraie vie, tu vois est-ce que vraiment il aime agresser de façon gratuite ou est-ce que c'est juste un personnage, quoi. Donc voilà, le petit truc là, comme ça, t'entends dire, je ne valide pas mon personnage, vous inquiétez pas, ça peut vraiment te sauver une partie. Bon, et bien sûr, à tous les cas, et bon, on va pas se mentir, il risque quand même d'être majoritaire, où c'est pas légitime de jouer un meurtre de robot, ou encore que ça ne se passe pas bien avec les autres. C'est-à-dire que bon, voilà, pour moi, il y a des façons intérieures, par exemple, explorer ces traumas, euh, ou tenter une interprétation, tu vois, qui me paraissent plus valides que, bah, évidemment, l'immaturité, par exemple. Mais pour autant, c'est pas parce que, entre guillemets, je te valide de façon individuelle que la table va te valider, quoi. C'est pas parce que tu joues un meurtre de robot pour des raisons profondes, nobles et sensibles, que, genre, ouais, je joue un meurtre de robot pour lifter les autres, tu vois, que la table va valider, en fait. Peut-être qu'eux, ils vont pas du tout apprécier quand même. Et donc, par conséquent, tu n'es pas si légitime que ça à jouer ton meurtre de robot, même si tu penses avoir de bonnes intentions derrière. Donc, comment ça se passe bien avec les autres, comment on gère? Bon, bah évidemment, on va utiliser... donc voilà, du coup, c'est plutôt un conseil pour les autres. Voilà, vous êtes confronté à un PJ meurtre de robot, qu'est-ce que vous allez faire? euh, Eh ben, vous pouvez utiliser la sécurité émotionnelle. Alors, il y a la façon un peu dure, c'est-à-dire on utilise la carte X. Dans cette scène, on la coupe, elle n'a pas lieu. La technique de Luxton, c'est cette scène, elle n'a pas eu lieu comme ça, il a eu lieu de façon différente. Donc ça, c'est une méthode un peu dure et d'intervention au cas par cas. Et il y a une méthode un peu plus soft qui est, on va employer les voiles. C'est-à-dire, ok, on t'autorise à faire des dingueries, mais elles sont pas décrites. Des petites variantes de ça, c'est que le personnage, il fait ses dingueries, mais seulement en aparté avec MJ. Il y a juste MJ qui écoute et valide les dingueries, et les autres PJ n'ont pas à subir ça, ça se passe hors champ pour eux, quoi. Ou le personnage fait ses dingueries, mais en sous-entendu, quoi. Genre, oui, bah, cet aubergiste, personne ne l'a jamais revu. Voilà, bon, voilà, c'est un sous-entendu pas très sous-entendu, mais bon, t'as vu l'idée, quoi. Également, Euh, en plus de ces techniques de sécurité émotionnelle assez sommaires, on peut tout simplement faire un aparté avec les joueurs là, meurtre de robot, pour recadrer ou pour demander, ou peut-être pas pour recadrer, mais pour d'abord demander ses motivations. Mais pourquoi tu joues un personnage comme ça, quoi? Et vous avez vu que si on a la motivation de la personne, peut-être qu'on peut changer littéralement d'attitude face à elle. Ah oui, ok, donc ok, tu veux explorer ça, tu valides pas ton personnage, bon bah très bien. Bon bah là, comme ça, dans ces conditions-là, si je sais que tu as cette attitude-là, je vais t'autoriser. Euh, Sinon, technique à plus de MJ,
mais tu peux utiliser un dit du MJ pour transformer le personnage d'autorité. C'est-à-dire que tu vas invoquer un fait narratif, mais genre qu'on peut pas éviter, on peut pas jeter les dés contre, ou alors avec difficulté énorme, quoi, pour transformer en fait le personnage. Bon, exemple, ah bah tu subis une malédiction, et à cause de cette malédiction, ton personnage devient un loyal bon. Voilà, ça c'est un pur dit du MJ, parce qu'évidemment je vais m'arranger qu'il n'y ait pas de jet de sauvegarde contre ça, ou jet de sauvegarde hyper dur, quoi. Alors attention, le dit du MJ, en plus d'être quand même une méthode de petit filou, mais bon, des fois, face aux morts de robots, faut pas hésiter à employer des armes peu subtiles. Hein, voilà, je veux dire, c'est bien, les politesses et les courbettes, mais il faut voir à qui on a... Enfin, qui on a devant nous, quoi. Mais alors, le problème de transformer le personnage, si avec avec une joueur vraiment edgy, ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire que concrètement, euh, voilà, les joueurs meurent de robots, tu leur files un personnage bon, typiquement un paladin, elles peuvent faire encore pire que avec leur personnage chaotique mauvais. Tu vas, ah oui, bah du coup, maintenant j'ai justification morale pour brûler des villages entiers. Génial, pour torturer des gens, pour leur faire avouer leurs crimes. Oh, voilà, c'est la fête. Donc voilà, hein, je veux dire, de toute façon, tout le monde sait qu'il y a un paladin sur deux qui a un meurtre de robot. Enfin, voilà, on le sait, quoi. C'est un fait du jeu de rôle. Bon, de façon un peu plus douce, un peu plus concertée, on peut proposer une évolution du perso en interpartie, parce que bon, on peut estimer qu'il y a une sorte d'inertie de personnage, il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à changer d'attitude en cours de partie, donc si on est dans le cadre d'une campagne, on va dire par contre, pendant l'interpartie, tu transformes la psychologie de ton personnage, tu trouves une solution et tout, on trouve une justification narrative, et ton personnage, il va revenir un peu plus Bambi la fois d'après, quoi, un peu plus sympa, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode Fire and Forget. Euh, voilà. Alors, bon, maintenant je vais arriver aux dernières méthodes. On va conclure avec les méthodes les plus radicales. Mais il y a des moments où il faut peut-être mettre juste fin à la partie, quoi. En tant que MJ, mais aussi en tant que joueur, tu peux mettre fin à la partie. Je veux dire, tu peux dire, non mais là, dans ces conditions-là, la partie est terminée. Voilà, j'ai déjà vu, déjà fait. On peut mettre fin à la partie. Il suffit qu'une personne le décide. De façon... alors après, on peut considérer que c'est pénaliser toute la table pour une joueur qui est problématique. Donc on peut aussi juste exclure la personne. Dire, bon, attends, non, ta façon de jouer est définitivement trop borderline pour nous. Pardon aux personnes borderline qui nous écoutent. Voilà, je vais avoir beaucoup de problèmes. Non, je dis pas que les personnes borderline vont créer des problèmes. Bon, là, j'ai encore plus de problèmes en disant ça. Bon, excusez-moi, pardon aux familles. Euh, Bon, grosso modo, voilà, on peut exclure la personne sur le champ, ou on peut l'exclure à terme, c'est-à-dire, bon, bah, elle va continuer la partie, mais une fois la partie, elle est cancel, quoi. Donc c'est le principe du red flag, qui va être de, ah oui, mais moi, je vous préviens, si j'ai machin ou machine, là, inscrite sur la même table que moi, je veux que cette personne dégage. Ah, donc, bon, le red flag, c'est évidemment la façon la plus radicale de procéder. Je suis obligé quand même de préciser qu'elle existe et que parfois, ben, il n'y a peut-être pas d'autre solution. Eh bien, à part de t'exclure toi-même de la partie, hein, voilà, entre guillemets en mode c'est les plus gênés qui s'en vont, mais on peut estimer que ça manque de... Voilà, le principe du c'est les plus gênés qui s'en vont, c'est je suis gêné, je me lève de table et je me casse. Bah, c'est un peu une certaine façon valider des comportements que finalement tu juges comme agressifs et dire bah ok, je te valide en tant qu'agresseur, je te valide, j'estime que ton comportement est valide si la seule chose que je fais c'est de me barrer quoi. Et donc des fois peut-être qu'il faut être un peu plus ferme et dire non c'est pas moi qui me barre de la table, c'est toi quoi. Donc si on est inscrit à la même table, moi je demande au MJ que tu dégages et j'expliquerai pourquoi quoi. Bon, personnellement, j'ai encore jamais pratiqué le red flag. J'ai aussi des problèmes avec la politique du red flag en général. Mais voilà, ça, c'est typiquement le meurtre de robot. C'est typiquement le genre de comportement où cette option risque à un moment d'être sur la table. Voilà, donc on a bien exploré la noirceur, beaucoup de petits chatons sont décédés dans cette vidéo. Je vais donc un peu vous redonner le moral avec de mignons petits lapins crétins qui vont vous faire des gros bisous et vous dire à la semaine prochaine.
heal the world, make it a better place for you and for me.